surtout sur la logistique et la formation d'un corps d'élite pour faire face à cette menace. Gouvernance, un conseil interministériel de rigueur sur les recettes fiscales de l'État, en plus de programmer le traditionnel système de rotation des membres du gouvernement pendant les fêtes de nativité de fin d'année et de nouvelles qui s'approche déjà. Le Premier ministre chargé de la coordination administrative Francisco Pascual Bomassué et le gouvernement ont fait état de la modernisation de la gestion et la quête de l'efficacité pour imprimer bonne gouvernance et tolérance zéro pour la corruption. À l'étranger, présidentiel au Burkina Faso, réélu, le président Roch-Christian Marc Kaboré entend prôner l'apaisement. Roch-Christian Marc Kaboré a réussi son fameux Nkukao et repart pour un second mandat. Dès l'annonce de sa victoire, le président Kaboré a promis une concertation permanente et qu'il serait le président de tous les Burkinabés sans exception. Affaire Théo en France, 3 policiers renvoyés devant la cour d'assises. Les 3 policiers français impliqués dans l'interpellation violente de Théo qui avait relancé en 2017 le débat sur les violences policières seront jugés devant une cour d'assises pour violence involontaire. La juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'agression de ce jeune homme noir, Dolé-sous-Bois, a décidé de renvoyer devant les assises le principal accusé pour violence involontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et des 3 fonctionnaires pour violence involontaire avec circonstances aggravantes. Mesdames et messieurs, bonsoir et excellent début de week-end. Merci pour votre fidélité à la télévision nationale et internationale de Guinée équatoriale dans le cadre de cette nouvelle session d'information en langue française, édition de ce vendredi 27 novembre 2020. D'abord, bonne fête à tous les enseignants du primaire qui célèbrent Saint-José de Calazan. En bref et en images, nous filons à Libreville au Gabon où la cité capitale gabonaise accueille ce 27 novembre le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC sont attendus à Libreville. La capitale gabonaise accueille à cet effet donc ce vendredi 27 novembre et ce jusqu'à demain 28 novembre la 18e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. Un 18e sommet ordinaire de la CAC qui est axé sur l'état des contributions statutaires, le plan stratégique indicatif à moyen terme 2020-2025, le plan d'action 2021, le projet du budget de l'exercice 2021, le projet de règlement intérieur du comité des représentants permanents, tout comme la mise en place du bureau du COREP, qui est le comité des représentants permanents. En plus des questions de paix et de sécurité dans les 11 pays de la dite communauté, la libre circulation des personnes et des biens, la gestion de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le chef de l'État, son Excellence Obenguiman Bazor, est représenté à ce sommet par une forte délégation conduite par le président du Parlement national Gaudensio Mwaba Messou qui a quitté la capitale équato-guinéenne Malabo pour Libreville au Gabon. Revenons donc en Guinée équatoriale pour parler de la piraterie maritime avec Malabo et Paris qui sont en tir groupé. Deuxième audience à l'espace d'une semaine entre le vice-président de la République Théodore Obiangwema Biamangue et l'ambassadeur de France accrédité en Guinée équatoriale Olivier Brochenin pour parler de la sécurité maritime et surtout de l'école navale sous-régionale de Tika avec pour ambition d'annuler les contributions pour lutter résolument contre la piraterie maritime. Et Paris résolument en tir groupé contre la piraterie maritime et la sécurisation du golfe de Guinée. Et pour y parvenir, la France mise surtout sur la dotation de la logistique et la formation d'un corps d'élite bien aguerri sorti de l'école navale sous-régionale de Tika dans le littoral pour venir à bout de cette vague d'attaques maritimes au large des côtes équato-guinéennes. Reçu ici à la présidence de la République pour la deuxième fois à l'espace d'une semaine par le vice-président de la République Théodore Obiangwema Biamangue, le diplomate français Olivier Brochenin est venu échanger à nouveau avec le patron de la défense et de la sûreté de l'État de l'engagement de la France pour accompagner la Guinée équatoriale dans la lutte
contre la piraterie maritime qui menace l'économie pétrolière et commerciale de la Guinée équatoriale avec des prises d'otages et demandes de rançon à répétition, le sabotage des installations pétrolières et le braquage des bateaux commerciaux. Autant de menaces qui mettent en péril et qui mettent en danger la sécurité de l'espace maritime de Guinée équatoriale. Point de rencontre entre l'Afrique et l'Amérique latine, le golfe de Guinée suscite les hantises et convoitises des pirates de plus en plus nombreux. Les États africains s'organisent pour garder la main sur la sécurisation de la région. L'inquiétant retour en force des pirates dans le golfe de Guinée en général et au large des côtes maritimes équato-guinéennes en particulier, le golfe de Guinée est l'une des zones maritimes les plus dangereuses du monde, avec des kidnappings contre rançon qui se multiplient au large des côtes africaines en plein cœur de l'océan Atlantique. La piraterie maritime n'est jamais finie au large de la Guinée équatoriale, du Nigeria, du Cameroun, du Gabon, du Bénin et du Togo. L'insécurité maritime est en flèche. Depuis le début de l'année, par exemple, Dryad Global, la société de surveillance des mers, a recensé 78 kidnappings contre rançon dans le golfe de Guinée. De la gouvernance au centre de cet autre conseil interministériel présidé par le Premier ministre chargé de la coordination administrative Francisco Pascual Obama-Sué, question de reprogrammer déjà le principal tournant que font les différents membres du gouvernement en cette approche des fêtes de Nouvel An et de fin d'année où il y a souvent rotation des membres du gouvernement. Et puis il s'agissait de la rigueur dans la collecte des fonds pour le mois d'octobre. Retrouvons Miguel Antonio Santander et Serge Mvebon-Bono. L'équipe gouvernementale sous la direction du Premier ministre Francisco Pascual Obama-Sué est réunie en séance de travail au siège du Trésor public à Malabo 2. Sur la table de ce conseil interministériel, 5 des 6 points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels la présentation de justification des recettes courantes correspondant au mois d'octobre 2020, dont la présentation conjointe a été réalisée par le ministère des Finances, de l'Économie et de la Planification et le département du Trésor public. Les membres ont examiné de long en large tous les aspects relatifs à ce point, du point sur les vacances de Noël et du Nouvel An. L'exécutif a débattu des propositions formulées par la présidence du gouvernement. L'autre point avait trait au mandat d'envoyer les propositions du personnel de chaque département ministériel qui sera dans la ville de Djibouti. Une fois ces points épuisés, le Premier ministre a mis fin à cette séance. Il s'agissait également de zéro tolérance contre la corruption. Nous pensons cette fois-ci au budget programme 2019-2020 et le budget rectificatif 2020 également au centre des débats au Sénat pour revoir les différents textes et pourquoi pas revoir dans les différentes tendances pour relever la pente de l'économie nationale. Miguel Antonio Santander, Sergio Mvebon-Bono. La Commission permanente des finances, de l'économie, du commerce et de la planification table de nouveau sur la révision des budgets généraux de l'État. Le projet de loi de liquidation des budgets généraux de l'État correspondant à l'exercice 2019. Le rapport sur l'exécution des budgets de l'État du 30 juin 2020 et le projet de loi de budget rectificatif pour le même exercice sont les points au centre des débats sur l'examen et études des parlementaires soldés par des délibérations suite aux présentations par cette commission. Les 3 documents juridiques faisant référence au compte de l'État marquent le rythme de développement de la Guinée équatoriale dans le cadre du respect des mesures d'ajustement du programme économique et financier triennal convenu entre le gouvernement et les fonds monétaires internationaux. Sur la base de ce principe, le premier exposé présenté par Melchior et Sonidjo était centré sur l'analyse du projet de loi de liquidation des budgets généraux de l'État pour l'exercice 2019. Rapport qui, en plus de refléter l'exécution des budgets de l'administration centrale de l'État, présente les résumés des agrégats macroéconomiques au niveau national, sous-régional et mondial. L'exposé numéro 2, coordonné par le sénateur Jaime Elandon, était en charge de l'étude du budget rectificatif 2020 sur l'évolution de l'économie nationale ces derniers mois, l'augmentation des restrictions imposées pour contenir l'avancée du coronavirus et la forte baisse à l'échelle mondiale du prix du pétrole, des effets qui ont motivé le gouvernement à abaisser l'estimation de la croissance du produit intérieur brut d'une contraction de 1,6% et une contraction de 5,8% pour l'année 2020.
Loi sur la nationalité équatorienne que prévoit bien sûr la réforme de 2011. C'est ce qui a ramené les membres du gouvernement, la commission de la justice, justement, de se rendre du côté des élus du peuple. Question d'éclairer la lanterne des citoyens. Comment bien sûr acquérir la nationalité équatorienne, les rouages et les arcanes de ce projet de loi. C'est dans ce commentaire. Selon la réforme du G 2011 sur le droit d'acquisition de la nationalité équatorienne, l'on a réduit de 40 à 10 ans d'instance en Guinée équatoriale pour avoir la nationalité équatorienne. La réforme de loi sur la nationalité concerne également la priorité de naturalisation équatorienne aux expatriés nés en Guinée équatoriale ou encore ceux issus des familles équatoriennes. Il en sera de même pour les enfants nés en Guinée équatoriale issus des familles d'expatriés. Pour le ministre de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires, Salvador Rondoncoum, cette réforme de la loi doit obéir aux réalités démographiques et ambitions du pays au développement et aux exigences du droit universel sur la nationalité. Pour cela, solliciter la nationalité équatorienne doit être pour le ministre de la Justice, je cite, la voie commune et habituelle. Avec cette réforme de loi sur le droit de nationalité, le gouvernement équatorien veut également étendre la concession de nationalité équatorienne aux citoyens nés en Guinée équatoriale et dont les parents sont issus des pays où le principe du droit du sol est appliqué. Autrement dit, le droit attribuant une nationalité à une personne physique en raison de sa naissance sur un territoire donné avec ou sans conditions supplémentaires. La Guinée équatoriale, par cette réforme de loi, ne reconnaît pas la double nationalité, sauf s'il existe un accord concerté préalablement entre la Guinée équatoriale et d'autres pays. Et c'est donc pour dissiper toute spéculation, lacune, goulot d'étranglement et incompréhension sur la réforme de la loi de nationalité en Guinée équatoriale que le Parlement national auditionne ces derniers jours l'exécutif à ce sujet. Démêler les dits et les non-dits de la Constitution nationale sur la nationalité et la naturalisation équatorienne, tout comme la réforme de cette loi. Et nous filons à Kiossi, au sud du Cameroun, frontalier avec la Guinée équatoriale, avec les différents accords entre la Guinée équatoriale et le Cameroun qui sont au menu de cet autre rendez-vous entre les experts militaires du Cameroun, conduits par le général de brigade Simon Ezomvondo, et du côté équatorien par le chef d'état-major des armées nationales, Vicente Mbassoumou, pour revenir sur les différents accords du 21 juillet dernier. C'est pour concrétiser les clauses de l'accord de coopération en matière de défense et de sécurité signé le 21 juillet dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, que les délégations camerounaises et équatoriennes se retrouvent à nouveau dans la ville camerounaise de Kiossi, frontalière avec la Guinée équatoriale, pour le suivi de l'accord de défense et de la sécurisation des deux frontières en proie ces derniers temps à certaines contingences. Un engagement pour les deux parties de magnifier la nouvelle dynamique pour la décrispation et rétablir des mesures de confiance en s'appuyant sur leurs forces de défense et de sécurité pour venir à bout des mots et des pratiques qui entravent la libre circulation des personnes et des biens entre les deux populations frères. Le suivi de l'accord de défense est mené ici du côté camerounais par le général de brigade Simon Ezomvondo et du côté équatorien par le chef d'état-major des armées nationales Vicente Mbassoumou, accompagné du directeur général de la police nationale. Libre-échange continental, le secteur privé équatorien à l'épreuve de l'intégration commerciale africaine à travers un sommet, j'ai envie de dire, un séminaire qui vient de clore ses portes. Ça fait pratiquement 24 heures qui était censé sensibiliser le secteur privé équatorien à revenir en force après la signature de la ZLECAf qui est la zone de libre-échange continental. Le point avec Pilar Obonmo-Nyanambazoro. La CEMAC soutient le secteur privé à travers un séminaire de formation et de sensibilisation dirigé aux entrepreneurs commerciaux de Guinée équatoriale qui a pris fin après 48 heures de travaux pratiques. La CEMAC, à travers cette initiative, vise à appuyer les entreprises du secteur privé, les laboratoires d'analyse et d'essai à partir de 3 programmes, notamment le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises, le programme d'infrastructure de qualité d'Afrique centrale et enfin le programme de développement des outils de métrologie afin que le secteur privé soit le catalyseur de l'intégration commerciale et du libre-échange continental.
Alors Zariaba, avec cet inceste qui fait parler d'elle-même, ça ne dit pas son nom, un père qui viole ses 2 filles et enceinte l'une d'elles. L'affaire se passe et pourtant le père en question est un enseignant. Que s'est-il passé? Et surtout des témoignages qui sont poignants de l'une des filles qui relate bien sûr les faits que l'auteur nie en bloc. Assumption Abandima Intana. Les déclarations donnent froid au dos de 2 jeunes filles qui racontent le calvaire qu'elles auraient enduré de la part de leur propre père. Non pas pour des mauvaises notes en classe, encore moins de n'avoir pas effectué des tâches ménagères ou champêtres, mais pour des relations sexuelles non consenties à répétition, de la part de Juan Okwalokwal, enseignant de profession. Mon père m'a emmené dans notre 2e maison. Il m'a ligoté les mains et les pieds contre le mur. Il a commencé à me battre, à me ruer des coups. Et c'est là que je lui ai avoué que j'étais chez mon copain. Après, il m'a intimé l'ordre de me rendre dans la chambre afin qu'il certifie si vraiment je suis encore vierge. Je suis entrée en pleurant malgré mes pieds et mes ligotés. Il m'a demandé de me déshabiller, d'enlever mon pantalon. Et c'est juste en me déshabillant qu'il a couché avec moi. Le viol présumé ne s'est pas arrêté seulement à ce jour. C'est devenu habituel, raconte l'une des filles du présumé violeur. Il était en slip panty. Il a pris son téléphone pour me montrer des images pornographiques. Il me dit que c'est ce que tu vois là, que la nature humaine a besoin, que le premier homme d'une fille doit être son père. Pire encore, le fruit de l'inceste est arrivé. Un enfant qui à ce jour a 4 ans. Affaire à suivre. Parlons du coronavirus avec l'UNICEF et la Fondation Constantia Mangozo Como qui va donc à la recherche de la lutte contre le coronavirus en milieu scolaire en donnant du matériel entre les masques de protection faciale et les gels électro, bien sûr alcooliques comme on le dit souvent. Et là, c'était des enfants qui reçoivent donc les garanties d'être éloignés de la pandémie du Covid-19. Pilar Oubano Nyanambazo. Les heureux bénéficiaires de ce don de masques de protection faciale et de gel hydroalcoolique sont les collèges privés de la cité capitale. La remise de cet important lot de matériel sanitaire a été effectuée par la directrice de la Fondation Constantia Mangozo Como. Même son de cloche pour l'UNICEF en collaboration avec le ministère de l'Éducation qui a aussi effectué un don de matériel de produits désinfectants aux centres éducatifs, toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie en Guinée équatoriale. C'était donc des gels hydroalcooliques. En bref et en image, état de lieu des infrastructures sociales au centre de cette campagne de sensibilisation et surtout de tournée nationale d'inspection des chantiers à moitié terminée qu'a donc entrepris depuis hier la commission mixte composée du ministère des Travaux publics et de l'entreprise impliquée. La première station de la commission dans les zones de 200 logements sociaux de l'urbanisation Tomi Leka. Au cours de la visite, les techniciens des travaux publics ont noté le manque d'assainissement, de réseaux de l'eau potable et de travaux d'urbanisation. La commission d'inspection n'a pas fait mystère de son indignation sur l'état désastreux des logements et de certains riverains qui changent littéralement les structures de ces logements et même de façon délibérée. Le gouvernement équatorien, avec cette tournée d'inspection dans tout le pays, vise à connaître l'état du paiement et de l'entretien des logements sociaux.
En bref et en image également, je vous l'annonçais en début de cette édition d'information, les enseignants du primaire célèbrent donc aujourd'hui Saint-Joseph de Calasan qui est donc la journée nationale de l'enseignant. Comme vous pouvez le voir en image, c'était le corps enseignant, aussi bien le corps enseignant que le corps des étudiants qui partaient donc à l'église pour se ressourcer, du moins se recueillir et pourquoi pas se congratuler en faveur bien sûr de ce noble métier malgré certains préjugés. Il s'agissait donc des collèges publics Tortuga Rapida, celui du camp militaire Akasumanya et pourquoi pas de l'autre lycée qui célèbre aujourd'hui et c'est une journée fériée payée et chômée. Le temps d'aller du côté de la région continentale du pays pour prendre également le pouls de l'actualité nationale dans la région la plus vaste du pays avec Rodrigo Ndomba Kalensam. Rodrigo, bonsoir. La suite de l'actualité continentale informée que le ministre de l'Information, Presse et Radio s'est aussi réuni ce jeudi avec les responsables de la radio Echo de Ouelensas, la Voix du Centre-Sud et ceux de Nziblo. Suivons ce reportage. La ville de Bata n'a constitué qu'une étape de la tournée de prise de contact du nouveau ministre de l'Information, de la Presse et de la Radio entamée en début de semaine. Ce périple permet à Virgile Serichereloa de prendre le pouls des activités du ministère dont il vient de prendre la charge à l'intérieur du pays. Il s'est tout d'abord réuni avec les responsables de la station radio La Voix de Saint-Roussoul. Il les a invités à s'unir à la lutte acharnée du gouvernement contre la corruption, ce qui implique à être responsable dans leur travail administratif. Le personnel affecté à la station radio Echo de Ouelensas ont également reçu le nouveau ministre de l'Information. Le discours a été le même, travailler dans le respect des normes administratives pour rendre encore plus efficace le domaine de la communication dans notre pays. Il a terminé cette assise en allant visiter les locaux de la station radio afin de connaître l'état des lieux. La prochaine étape est prévue dans la ville de Bibiyine. La ministre des Affaires sociales et égalité de genre a assisté ce 26 novembre à une conférence sur la violence des genres qui s'est tenue à la 8e province du pays. Nous retrouvons une fois de plus Reginaldo Ngemebawon. La Paz, chef-lieu de la province de Nziblo, a accueilli ce 26 novembre 2020 une conférence placée sur la violence du genre célébrée à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme qui se célèbre chaque 25 novembre. Dite conférence a vu la participation d'autres pays, notamment du Gabon, des Nations Unies et des ONG connues dans le domaine. La ministre des Affaires sociales et égalité de genre, Maria Consuelo Ngemoyan, s'est exprimée sur le sujet en évoquant la transmission du respect au genre masculin de la femme, ceux dès l'enfance et les conséquences néfastes de ce genre de pratique. D'autre part, les organisateurs ont centré leur pourparlers sur le moyen de trouver des instruments légaux et concrets qui tendent à prévenir et éradiquer cette teigne sociale qui décime de nombreuses sociétés. La cour martiale qui s'est tenue au Palais des Congrès et Conférences internationales d'Ongolo s'est achevée dans la journée de ce jeudi. Nous en saurons les détails dans le commentaire qui suit. Après avoir traité tous les affaires qui ont été enregistrées cette année 2020, la Cour martiale présidée par le général de division Alejandro Mitoro Nenkoro a effectué la publication des sentences définitives ce mercredi. Les éléments de l'armée de terre, Angelo Ndomangé et le civil Ngeman Dombo, après avoir été inculpés comme auteurs et responsables de vol avec brutalité, ont été condamnés à 5 ans de prison ferme chacun. Après la publication de ces sentences, certains accusés ont été déclarés non coupables et après avoir payé la rançon et recevoir les droits correspondants à la prison préventive qu'ils ont subie, ont été innocentés. Le ministère public a déclaré non coupable l'élément de la police nationale Francisco Mené en fonction de l'article numéro 187 du Code de justice militaire en Guinée équatoriale. Cette période de session de la Cour martiale a duré 30 jours au cours desquels le général de division Alejandro Mitoro Nenkoro a été accompagné de ses vocales ainsi que les membres du ministère fiscal militaire de notre pays, la Guinée équatoriale.
Cap directement dans le chef-lieu de la province du Centre-Sud, informé que le directeur général des droits de l'homme en Guinée équatoriale s'est réuni ce jeudi avec les autorités judiciaires et institutions pénitentiaires des Vinayon pour connaître l'état actuel des prisonniers de la prison centrale de cette localité. La commission composée des membres des droits de l'homme avec à sa tête son directeur général Manuel Mbadjam a poursuivi sa tournée de visite d'inspection dans les maisons d'arrêt de la région continentale du pays pour s'enquérir sur les traitements et les conditions de vie des détenus dans chaque prison publique du territoire national. Elle était à Evinayon ce jeudi où le directeur général des droits de l'homme en Guinée équatoriale, Manuel Mbadjam, a fait savoir que la Guinée équatoriale étant connue comme un pays qui respecte les droits de l'homme, raison pour laquelle les lieux de détention doivent être visités périodiquement pour s'enquérir sur les traitements des prisonniers, car chacun a le droit à la santé, au bon traitement, à l'éducation, à la liberté d'expression sans aucune distinction. Le directeur général de l'élevage, santé animale et contrôle des aliments s'est entretenu ce jeudi avec les responsables des portations du bétail ainsi que les sociétés commerciales qui agissent dans cette partie continentale du pays. Les travaux de destruction des produits alimentaires périmés qui ont eu lieu dans la zone portuaire de cette localité de Bata ont permis à Martine Micha de donner des orientations aux responsables des sociétés commerciales qui sont département est en train d'accomplir le protocole des accords et les normes de contrôle des aliments établis entre le gouvernement et la nation, l'Organisation mondiale de l'intervention rapide pour le contrôle des aliments. D'autre part, le directeur général de l'agriculture, de l'élevage, santé animale et contrôle des aliments a déclaré que son département est en train de réaliser ces inspections aux sociétés qui font l'importation de produits alimentaires dans notre pays, car il vient de recevoir un message provenant de l'Organisation mondiale d'intervention rapide pour le contrôle des aliments relatif à la présence de certains produits alimentaires périmés en France, spécialement le fromage. C'est avec ce reportage signé par Santiago Bantouzou que prend fin cette édition d'information depuis la partie continentale du pays. Mais ne quittez point, l'actualité se poursuit avec Juan Pedro Mendel depuis la capitale politique Malabo. Quant à moi, je vous souhaite un bon début de week-end à lundi avec Reginaldo Demebo. Merci Rodrigo Ndomba Talencham. Et là, à l'étranger, au Burkina Faso, Christian Marc Kaboré fait un coup KO et il a donc réussi donc son deuxième pari pour un deuxième mandat. Il s'est dit donc déjà prêt à engager un dialogue permanent et surtout à réunir toute la communauté burkinabé. Christian Marc Kaboré a réussi son fameux un coup KO et repart pour un second mandat. Après cette proclamation, M. Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso à l'élection du 22 novembre. Dès l'annonce de sa victoire, le président Kaboré a promis une concertation permanente et qu'il serait le président de tous les Burkinabés, sans exception. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. Même si l'opposition, dans une posture républicaine, a choisi de prendre acte des résultats provisoires. Mais si la victoire du président sortant du Faso est confirmée par le Conseil constitutionnel, son premier défi sera donc d'apaiser les esprits. Le tissu social est déjà fragilisé par la crise que traverse le pays. Pendant la campagne, le président Kaboré a promis un forum de réconciliation nationale au premier trimestre de l'année prochaine. Le coup Kawa a été organisé et le coup Kawa a été une réussite. En tant que militants, nous sommes vraiment contents et ravis. Et nous attendons ce soir à 20h pour fêter avec le président du Faso. On est fiers, nous tous, on est fiers du coup Kawa et que notre président a fait, Roch Christian Kaboré. Voilà, nous on souhaite que le mandat qui vient du
puissent s'asseoir tranquillement et que ceux qui parlent de gauche à droite revient travailler avec notre président. La participation au premier tour s'établit à 50,79%, loin du record établi lors de la présidentielle de 2015. Le visage de la nouvelle Assemblée nationale est encore inconnu pour l'heure. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a jusqu'au dimanche 29 novembre pour publier les résultats. Le Conseil constitutionnel proclamera, lui, les résultats définitifs de ce double scrutin. Et il est 13h30 à Ouagadougou et Bobo Dioulasso du côté du Burkina Faso, 14h30 à Malabo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information en langue française, édition de ce vendredi 27 novembre 2020. Prochain rendez-vous lundi, toujours avec le même plaisir.